Un livre, un lecteur, Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement. Bonjour Laurence Bouvet, je Bonjour. reçois une psychologue, psychanalyste qui vient nous parler d'un livre formidable qu'on a tous eu à un moment donné entre les mains, Le livre de ma mère d'Albert Cohen. Nous allons y revenir, mais vous êtes aussi, vous, romancière. C'est quoi la différence entre un psychologue et un psychanalyste pour les auditeurs qui ne le seraient pas encore? Et où est-ce que s'opère chez vous, puisque vous êtes les deux, la frontière? Psychologue, c'est une formation universitaire, donc sanctionnée par un diplôme universitaire, Bac+5. Moi, je suis psychologue clinicienne. Et puis, alors que... Avec des spécialités? Des spécialités, des formations. Des Ouais. formations complémentaires qui viennent donc compléter la formation initiale universitaire, thérapie de groupe et psychanalyste. Et psychanalyste, Ouais. c'est une formation. Il n'y a pas de diplôme d'État pour les psychanalystes. Il y a des formations au sein d'écoles. Et il faut avoir fait une analyse. Et voilà. Soi-même. Bien sûr. Voilà. Absolument. Et des fois, on va voir le psychologue et puis après, on va voir la psychanalyste, on va voir la psychanalyste et le psychologue. Alors, comme psychologue, je travaille aussi au sein d'un CMPP, un centre médico-psychopédagogique, où là, je fais des bilans psychologiques, d'évaluation intellectuelle et des tests de personnalité. Pour ce qui est des thérapies, j'ai une écoute psychanalytique, puisque j'ai été formée comme psychanalyste. Donc, mon champ, c'est quand même l'écoute, une approche compréhensive, psychanalytique. Bon. Et puis, vous passez votre vie, m'a-t-on dit, entre Paris et la campagne et vos chats. Alors, c'est comme chez Baudelaire, Oui. vous aimez ces animaux puissants et doux. Absolument, qui sont une présence nécessaire. Et oui, tout à fait réconfortante. Bon, vous avez écrit Comme si dormir, on ne sait pas que les mères meurent, notamment. Et là, j'ai envie de vous dire, on ne sait pas que les mères meurent, c'est un peu le livre de ma mère d'Albert Cohen. Je ne peux pas prendre ce livre sans penser moi-même à une lecture éblouissante que Ludmila Michael avait fait il y a longtemps de cela, au Festival d'Avignon, et un humoriste d'ailleurs très connu était au fond, non pas de la salle, parce que c'était une lecture en plein air, et quand elle lisait des bouts, comme c'est une tradition des lectures à Avignon, elle lisait des passages du livre de ma mère, et à la fin, il pleurait comme un enfant. Et je n'avais jamais lu le livre de ma mère, et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Ça dit la force de ce livre. Alors, les rapports avec la mère, ça doit occuper une partie de vos séances de psychologue et de psychanalyste. Non, on va revenir après sur le livre, et puis sur Albert Cohen lui-même. Voilà, absolument. Oui. J'ai lu plusieurs livres concernant la perte de la mère. Évidemment, il y a le point de vue du psychanalyste, tout ce qui est du travail du deuil et de la perte, l'attachement à cette figure très importante. Et puis, c'est suite à la mort de ma mère, j'ai eu besoin d'aller chercher dans la littérature et dans la poésie, non pas des témoignages, mais des récits, des mises en forme de ce qu'est la perte, de ce qui en passe par soi. Ouais, des récits qui apaisent. Oui, voilà, qui apaisent, qui donnent des réponses peut-être. Peut-être. Voilà. Bon. Et j'ai retenu le livre de ma mère d'Albert Cohen, parce oui, qu'effectivement, je ne l'avais pas relu depuis longtemps, je l'ai relu et j'avoue que j'ai retrouvé une émotion mais très forte. Ouais. Enfin, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir les larmes aux Ouais, yeux, c'est bouleversant. Quel que soit C'est d'ailleurs, bouleversant. ce qui est assez extraordinaire dans le livre de ma mère, c'est quels que soient les rapports qu'on a avec sa mère, ce livre est bouleversant d'une toute autre nature, par exemple, que Une mort si douce de Beauvoir, où elle raconte la disparition, la mort lente, très lente de sa mère. Alors, Albert Cohen, c'est évidemment une famille, est issu d'une famille juive. Son père, sa mère, son grand-père, qui était, je crois, aussi président d'une communauté juive. Ce sont des juifs de Corfou, donc des Ottomans. Et ils vont migrer
à Marseille, où là, ses parents vont créer de toutes pièces un petit commerce d'œufs et d'huile de lys. Ça, c'est pour la petite histoire. C'est le fils unique, le fils chéri, adoré, qui va faire de longues études. Il sera pendant longtemps diplomate, d'ailleurs, à Genève, ce qui fera toute la fierté et de sa mère, on va y revenir, qui est en adoration. Et puis il prendra la nationalité juive. Alors c'est un personnage, Albert Cohen, qui est un peu, je trouve, ambivalent. Cohen, c'est à la fois quelqu'un de généreux, mais quelqu'un qui va avoir, surtout sur la fin de sa vie, des paroles assez terribles sur, par exemple, Marguerite Yourcenar ou Marie Curie, dont il prétendait que les découvertes, c'était celles de son mari. Yourcenar, il va se demander pourquoi une grosse, grasse et laide, je le cite, peut écrire. Bon, il y a un côté un peu sombre d'Albert Cohen, qu'on retrouve d'ailleurs. Alors là, avec beaucoup de franchise, il se met à nu, qu'on retrouve dans le livre de ma mère. Absolument, il décrit donc cette relation et ce deuil. Il décrit un amour absolu. Oui, mais lui-même, c'est pas que ça. Je veux dire, c'est un personnage qui est ambivalent, Albert Cohen. C'est quand même le fils qui parfois est le fils un peu indigne. Il faut bien le dire. Il y a cette fameuse scène où il laisse sa mère 3 heures, dans le froid, dans la nuit, dans un parc l'attendre. Oui, enfin. Elle est venue le voir à Genève. Il est avec une jolie fille et il fait attendre sa pauvre mère qui attend là, résignée. Oui, qui l'attend et qui l'a laissé attendre, comme il dit, pour une blondeur. Oui, il dit souvent pour une blondeur. Pour une blondeur, voilà, c'est ça. Alors plus qu'indigne, je pense qu'il était ambivalent et il est quand même cette mère qu'il adorait et dont il décrit cet amour absolu. Il est quand même parti loin de Marseille pour faire ses études. Et évidemment, après la mort de et puis sa peut-être pour fuir un peu aussi une forme de fusion, d'emprise. Moi, je ne suis pas sûre qu'il ait fui pour ça. Je pense qu'il a fui aussi peut-être parce que pour fuir une forme peut-être de misère un peu, pas misère, mais de classement un peu social. Oui. Il aime, mais parfois il lui fait un peu honte. C'est exactement ce que vous dites, c'est très ambivalent. Oui. Hein, Alors on dit que la relation mère-fils est moins ambivalente que la relation mère-fille. Enfin, c'est ce qui est dit, quoi. Moi. Mais il dit on était pauvres, était pauvres. Oui. Je le cite, on était pauvres, fiers et étrangers et naïfs, et on ne comprenait rien au truc social. Il est très dans la dévalorisation. Hein. Si on étudie un peu le champ lexical de ce livre, il rapetisse tout ce qu'il peut prendre. Quoi, il se sent, il dit, nous étions des rien du tout, effectivement, sociaux. Sa mère était naïve, pauvre, petite, piteusement finie. Il y a tout un champ comme ça lexical où on sent vraiment la dévalorisation de lui-même, de son milieu, et peut-être une forme de honte, quoi, venant de il y a manifestement une forme de honte. Oui. En tout cas, cette mise à l'écart un peu sociale, même s'il va dans des bonnes écoles, hein, c'est là où il fera d'ailleurs le lycée, il rencontrera Marcel Pagnol, mais cette maladroite tendresse trop vite offerte, notre faiblesse trop visible, notre timidité était éloignée de possibles amitiés. Et il y a un deuxième thème qui est la solitude de la mère, finalement, parce qu'elle ne peut pas, elle n'a pas les codes, et peut-être pas envie, finalement, son mari et son fils lui suffisent, sans doute, mais en même temps, elle n'a pas les codes pour nouer des amitiés. Oui, un milieu très modeste et une famille qui repliée sur elle-même, hein, avec probablement ce que l'on appelle une dépression d'exil. Hein, ils viennent de Corfou, ils ont dû fuir Corfou, voilà, pour arriver à Marseille. Il y a cette espèce de déracinement, d'arrachement qui provoque aussi toute cette mélancolie de l'exil, je trouve. Vous nous lirez évidemment tout à l'heure un passage, mais je voudrais en lire une qui met un peu en valeur ce que vous dites. Sa vie, c'est-à-dire la solitude. Sa vie, c'était son appartement. C'était écrire à son fils, attendre les lettres de son fils, préparer ses voyages vers le fils,
attendre son mari dans l'appartement silencieux, lui souhaiter la bienvenue lorsqu'il rentrait, être fière des compliments de son mari. C'est toute une vie, et, elle est emplie finalement de cette attente du mari et du fils. Mais le mari, il n'est pas trop visible. Hein. Non. Que dit la psychanalyste là-dessus? Oui, c'est vrai que dans la... C'est étonnant quand même. Oui, très effacée. Une figure très effacée. Et puis, sa maman était d'une santé fragile, cardiaque. Ouais. Et donc, elle était quand même entravée dans la possibilité de travailler, de se déplacer. Oui. Et effectivement, sa vie, c'était son fils, c'était son appartement. Mais on parle peu du père. Très peu. On ne parle pas du père. On n'arrive pas à se le représenter, en fait. Non. Voilà, c'est ça. Une figure pâle dans ce trio, dans cette voilà, car il ne triade. Parle jamais du père. Non. Le père, c'est celui que sa mère attend, mais jamais. C'est assez étonnant. Le livre est tellement plein de cette mère qu'il n'y a vraiment aucune place pour le père. Voilà, exactement. C'est comme le papier peint de leur cuisine ou de leur salle à manger. On ne voit pas. Alors, il y a autre chose qui emplit la vie de sa mère et la vie de cette famille. C'est évidemment la religion juive. C'est très, très important. Et alors, on y retrouve quand même là, pour le coup, vraiment des traits d'humour. Il y a un passage sur Moïse, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais qui est extraordinaire. Elle dit un jour des anciens temps, notre maître Moïse est arrivé et il a décidé dans sa tête de changer ces bêtes en hommes. Bon, les hommes qui étaient des bêtes avant, évidemment, Moïse, en enfants de Dieu par les saints commandements. Et elle dit, moi, je crois que c'est lui, et donc sous-entendu pas Dieu, pas notre Dieu, moi je crois que c'est lui qui a inventé les 10 commandements en se promenant sur le mont Sinaï pour mieux réfléchir. Mais il leur a dit que c'était Dieu. Et il leur a dit que c'était Dieu pour les impressionner. Tu comprends, mon fils? Tu sais comment ils sont, les Juifs. Il leur faut toujours le plus cher. Alors, il y a en permanence quand même, parce qu'on n'est pas que dans l'élégie, il y a en permanence cet humour juif qui affleure d'autodérision où on se moque de soi-même. Oui, oui. Et puis, du coup, quand il rapporte les paroles de sa mère, on entend sa mère, on l'entend bien. Ah oui. Voilà, avec l'accent, avec ses expressions particulières. Elle avait un langage. Elle avait peur pour son fils quand il prenait l'avion, qu'elle appelait les anges de la mort. Oui. Voilà, donc c'est ça en fait. La mère, c'est le langage de la mère, c'est les paroles échangées, ce dont on se souvient, ce que la mère a dit, et ce que l'on retient et qu'on emporte avec soi, au-delà de la mort, quoi. Oui, oui. Et alors quand le fils n'est plus là, physiquement, il est toujours là. Parce qu'à table, la mère d'Albert Cohen met tous les jours, vous entendez bien, c'est pour ça que ce livre est absolument aussi bouleversant, à table, elle mettait tous les jours la place du fils absent. Et même le jour anniversaire de ma naissance, elle servait l'absent. Elle mettait les morceaux les plus fins sur l'assiette de l'absent, devant laquelle il y avait ma photographie des fleurs. Au dessert, le jour de mon anniversaire, donc Cohen, c'était un peu un enfant prodigue, il était parti. Elle posait sur l'assiette de l'absent la première tranche du gâteau aux amandes. C'est absolument incroyable, ça, Laurence Doucet. Quelle mère, aujourd'hui, même hier, faisait ça, toujours le même, parce que c'était celui que j'avais aimé en mon enfance. Puis, sa main tremblante versait le vin de Samos, toujours le même, dans le verre de l'absent. Elle mangeait silencieusement à côté de son mari, donc toujours la figure totalement évanescente du père, et elle regardait ma photographie. C'est incroyable. Oui, c'est dire la place qu'elle laissait au père, et elle ne pouvait pas absenter son fils, c'était pas possible, quoi. Il ne pouvait pas être absent. Il était forcément toujours là. Vous rencontrez parfois dans votre... sans nous livrer évidemment des secrets, mais dans votre vie de psychologue ou de psychanalyste, des relations aussi fusionnelles qui mettent mal à l'aise parce qu'il n'y a pas de place pour d'autres, quoi. Oui, il n'y a pas de place pour le tiers. Et bien sûr que l'on en rencontre, et souvent les difficultés de séparation sont au cœur de beaucoup de problématiques.
vraiment. Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais là, c'est plus que des problématiques de séparation. On sent qu'il y a, en tout cas de sa part à lui, je dirais presque à la fin du livre, je me suis dit, il est dans un deuil impossible. Enfin, après coup, parce que c'est un livre qu'il a écrit. C'est tellement énorme. Oui, c'est un livre qu'il a écrit 9 ans après la disparition de sa mère, hein, qui est morte en 1943 à Marseille. Et, lui, il était à Londres. Oui, il a écrit ce livre, il a écrit, du moins le livre est sorti en 1954, donc à distance, à distance de la perte. Et, pourquoi ? Parce qu'il a eu du remords. On a l'impression que quand même dans tout ce livre, il a du remords, il a envie de se racheter. Il a envie de conférer à cette mère une espèce de statut de déité, quoi. Il l'a aimé, mais en même temps, il l'a un peu malmené. Oui, puis il la réifie parce que, comme disait Lacan, un père idéal, c'est un père mort. Ou plutôt un père mort, c'est le père idéal. Et là, on sent que la mère morte est vraiment idéalisée et qu'il la retrouve tout à fait parfaite, avec des souvenirs. Moi, c'est ça qui m'a intéressée, c'est le deuil au travail, quoi. Le deuil, je pense, impossible. Hein. On sent quand même une dimension très mélancolique parce qu'il il y a la culpabilité, mais il s'accuse. Il y a quand même la culpabilité. Il dit je me suis fâché à un moment donné. Il dit je me suis fâché contre elle parce qu'elle m'aimait trop. Il est presque gêné de cette mère qui est très très présente, qui lui fait parfois un petit peu honte. Voilà, même si en même temps il y a des moments où ils se retrouvent et on voit que c'est l'osmose totale, même s'ils sont très 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 différents. Il dit tu le sais, n'est-ce pas? Je t'ai totalement aimé. Est-ce vrai? Aimer totalement, est-ce vrai? Voilà, de manière inconditionnelle, et être unique pour quelqu'un, c'est le fantasme universel. Bien sûr. De toute relation. Et lui, il le décrit comme l'ayant vécu, ou en tout cas, il a cru le vivre, et autant elle devait l'accaparer, et autant il vit. Alors, il parle des femmes aussi, parce qu'il y a sa mère d'un côté, et puis il y a les blondeurs de l'autre. Les blondeurs, elles sont Belle de jour. Enfin, c'est le décor. Alors oui, évidemment. Voilà. Bon, on aurait Belle du Seigneur, pardon. Voilà, Belle du Seigneur. Belle du Seigneur. On aurait dû rappeler, il a beaucoup écrit, mais les 3 livres qui restent, c'est Solal, qui est d'ailleurs le premier volume d'une série. Il y a le livre de ma mère, évidemment, après 16 ans de silence. Et puis, il y a évidemment Belle du Seigneur, qu'a magnifié Catherine Deneuve dans le film de Buñuel. Mais ça n'a rien à voir. Belle du Seigneur n'a rigoureusement rien à voir, ni en thème, je trouve, ni en forme d'écriture. Oui, si ce n'est la description d'un amour absolu, passionnel. Avec ses affres, et voilà, c'est ce qui, je dirais, qui est un peu, voilà, c'était lui, il avait quelque chose d'absolument excessif. C'est une fatalité de faire souffrir comme il le prétend ceux qui nous aiment, Laurence Doucet. Est-ce que c'est une fatalité? C'est pas une fatalité, ça fait partie c'est la nature du lien. Et je parlais tout à l'heure de l'ambivalence. Autant on est attaché à une figure maternelle, en l'occurrence, autant on peut vouloir s'en séparer, on peut nourrir des vœux, même de mort, de disparition pour être tranquille. Donc c'est l'ambivalence. Alors évidemment, nous avons un affreux pouvoir, en fait. Ça se traduit dans la réalité par une maltraitance, parce qu'en revenant sur ce qu'il pense lui avoir fait subir, il essaye d'annuler en même temps. Parce que ce rendez-vous, moi, je trouve ça inouï, quoi, de faire attendre sa mère 3 heures. 3 heures. Et je trouve ça d'une cruauté. Dans un parc, dans le froid, dans le noir. C'est cette mère qui, soi-disant... À Genève. Qui l'aime, hein, voilà. Qui vient le voir. Et qui, comme elle ne bouge pas, va grossit évidemment entre chaque rendez-vous. Oui. Et elle s'affame quelques semaines avant de venir voir son fils à Genève, pour dire à chaque fois, tu vois, j'ai perdu du poids, ce qui est vrai, mais entre-temps, elle en a beaucoup gagné. C'est extrêmement touchant. Vous nous lisez un passage de ce magnifique livre. Si vous ne l'avez pas lu, si vous n'avez lu que des passages, si vous en avez entendu parler, lisez le livre de ma mère. Dérangeant. Alors, j'ai lu des critiques,
j'ai lu des critiques féminines extrêmement acerbes sur le livre de ma mère. C'est assez étonnant, très dur. Bon, voilà, il y avait un côté... que n'a-t-il montré de son vivant, son amour à sa mère? Finalement, est-ce qu'il ne se regarde pas le nombril une fois de plus en écrivant ce livre? C'est un peu provoque, mais il faut tout lire. Le débat, c'est aussi accepter l'altérité et des analyses qu'on ne fait pas forcément siennes. Mais, voilà, mais c'est une interprétation, un registre d'interprétation de cette Allez-y, chère Laurence Doucet. Dans mon sommeil, qui est la musique des tombes, je viens de la voir encore, belle comme en sa jeunesse, mortellement belle, hélas, si tranquille et muette. Elle allait quitter ma chambre et je l'ai rappelée d'une voix hystérique qui me faisait honte dans le rêve. Elle m'a dit qu'elle avait des choses urgentes à faire, une étoile juive à faire coudre sur l'ours de peluche qu'elle avait acheté pour son petit garçon peu après notre arrivée à Marseille. Mais elle a accepté de rester encore un peu malgré l'ordre de la Gestapo. Pauvre orphelin, m'a-t-elle dit. Elle m'a expliqué que ce n'était pas sa faute si elle était morte, et qu'elle tâcherait de venir me voir quelquefois. Puis elle m'a rassurée qu'elle ne téléphonerait plus à la comtesse. Je ne le ferai plus, je demande pardon, m'a-t-elle dit, en regardant ses petites mains où des taches bleues étaient apparues. Je me suis réveillée et toute la nuit, j'ai lu des livres pour qu'elle ne revienne pas. Mais je la rencontre dans tous les livres. Va-t'en, tu n'es pas vivante. Va-t'en, tu es trop vivante. Voilà, merci Laurence Bouvet, que je ne sais pas pourquoi, je vous ai appelée Laurence Doucet au moins 2-3 fois dans l'émission. Il faut me reprendre quand je dis des âneries. Laurence Bouvet, psychologue, psychanalyste, entre autres, et écrivaine, romancière. Si vous préférez. Merci merci à vous de ce beau passage. Il y en a plein. Tout le livre est beau. Tout le livre est beau et j'insiste parce que on ne peut pas voir que la partie élégiaque, la partie un peu doloriste aussi. Il y a vraiment de l'humour en permanence. Moi, mon fils, je n'ai pas étudié comme toi, mais l'amour qu'on raconte dans les livres, c'est des manières de païens. Moi, je dis qu'il joue la comédie, etc., etc. Elle parle des mariages, évidemment, qui sont des mariages qui ne sont pas dans la communauté juive, puisque elle n'a pas choisi son mari ne l'a pas choisi, et elle dit ces mariages qui commencent par l'amour, c'est mauvais signe. Ces grands amoureux, dans les histoires qu'on lit, je me demande s'ils continueront à aimer leur poétesse, pardonnez-moi. Eh bien, alors elle continue. Le vrai amour, veux-tu que je te dise, c'est l'habitude, c'est vieillir ensemble. Et alors, la chute est extraordinaire parce que, évidemment, c'est une dame qui cuisine toujours. Tu les veux avec des petits pois ou avec des tomates, les boulettes? Et il y a ça en permanence où on va sauter aussi d'un registre à l'autre. On va rire, on va pleurer, on rit parce qu'il y a plein d'autres remarques aussi et des moments d'humour sur, je le disais tout à l'heure, sur Moïse, les porcs, plein, lors de la cheminée. Enfin, il y a des moments d'humour extrêmement savoureux. Même si, merci beaucoup, chère Laurence, d'être venue nous parler de ce très très beau livre. Le livre de ma mère, à lire absolument. Vous l'avez en collection Gallimard, très beau. Moi, je l'ai dans une collection plus modeste, la petite collection Folio. Allez-y, c'est un vrai livre j'allais dire un vrai livre de recettes, vous voyez. C'est un vrai livre de chevet. Et si je disais recettes, je ne sais pas s'il y a des recettes d'amour, mais c'est vraiment un livre sur l'amour, évidemment sur... cette antenne que j'aime tant, RCJ, ce livre de ma mère d'Albert Cohen a une résonance toute particulière. Merci beaucoup, Laurence. Merci, Florence Berthoud.